Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux en effet, et très heureux de me retrouver parmi vous, moi qui viens de Montpellier, et moi qui viens de plus loin que ça, puisque vous allez le voir dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je viens même des tropiques, puisque j'aurai l'occasion dans ce que je vais vous dire un peu plus tard, de vous parler d'exemples tropicaux. La raison pour laquelle je suis parmi vous ce soir, c'est pour essayer d'élargir un petit peu le débat sur ces questions de forêt primaire et de la manière dont cette forêt primaire pourrait s'insérer dans son territoire. Je vais donc parler de l'agroforesterie, qui est une des options parmi d'autres pour contribuer à ce mécanisme d'insertion de la forêt dans son territoire. Avant de rentrer dans l'agroforesterie elle-même, je voudrais passer quelques minutes à remettre ça dans le contexte de ce que fait l'association Francis Allais pour la forêt primaire, même si je me doute que certains d'entre vous le savent déjà, mais un petit rappel peut peut-être nous être utile. L'objectif de l'association Francis Allais pour la forêt primaire, au départ, c'est de lutter sur des questions importantes qui nous concernent tous désormais, qui sont des questions de changement climatique, des questions d'environnement, des questions de biodiversité, et comment une forêt primaire peut nous aider à avancer sur ces questions-là. Notre objectif aussi est d'essayer, grâce à cette initiative de forêt primaire, de faire changer les choses dans le domaine de la recherche et d'ouvrir des opportunités de recherche sur comment peut-on étudier ce mécanisme de renaissance d'une forêt primaire. Nous avons aussi en tête de contribuer au développement territorial de l'endroit où se trouvera cette forêt pour qu'elle soit, comme le dit le titre de la conférence ce soir, intégrée du mieux que c'est possible. Pour atteindre ces objectifs, ce que nous proposons est donc l'émergence, la renaissance d'une forêt primaire quelque part en Europe de l'Ouest. Comme vous le savez, le lieu de cette forêt n'est pas encore décidé et nous sommes dans la phase où nous réfléchissons à toutes les possibilités qui peuvent se présenter. Nous avons été reçus, nous qui venons de la société civile, par la société civile, avec un certain enthousiasme. Depuis un peu plus de 5 ans que nous existons, l'association Francis Allais a désormais presque plus de 5000 adhérents. La presse en parle régulièrement. Mais bien entendu, l'idée de forêt primaire dans un territoire où elle n'existe pas pour l'instant pose question, ouvre des débats qui ont été abordés, qui ont fait l'objet de discussions nombreuses, d'articles de presse, etc. Des questions de cohabitation avec ceux qui préexistent cette forêt dans son territoire, des questions de foncier, des questions de gouvernance, comment va-t-on gérer cette forêt et le territoire qui l'entoure, etc. Ce sont des préambules que je voulais faire aujourd'hui, mais ce n'est pas ce débat-là que je veux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas ouvrir le débat sur est-ce que nous sommes pour ou contre cette histoire de forêt primaire. Je veux simplement, en disant ces quelques mots d'introduction, dire que nous sommes conscients de l'importance de cette proposition que nous faisons et des questions qu'elle peut poser. Je rappelle que pour que cette forêt ait lieu, les objectifs que nous nous sommes donnés, les conditions que nous nous sommes données aussi, sont d'être sûrs que ce soit un mécanisme de nature collectif. Il ne s'agit pas d'un groupe isolé de personnes qui va s'occuper de cette forêt et puis avancer tout seul. Bien entendu, nous disons depuis le début que nous n'avancerons que si nous arrivons à mobiliser un collectif autour de nous, le collectif des gens qui travaillent, qui vivent, qui connaissent un territoire dans lequel, tôt ou tard, nous espérons, nous arriverons à faire passer l'idée pour qu'elle se concrétise.
Et pour ça, nous sommes conscients que de nouveaux cadres institutionnels sont nécessaires, que de nouvelles politiques publiques sont nécessaires, et sans doute que de nouvelles innovations sont nécessaires, des choses à inventer que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Et c'est ça le sujet un petit peu dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler de choses peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas et n'ont jamais entendu parler. Cette histoire d'agroforesterie, justement. Supposons que nous soyons arrivés à nos fins et que cette forêt primaire existe ici ou là, quelque part en Europe de l'Ouest. Mais cette forêt, elle n'est pas toute seule. Elle n'existe pas dans un vide autour d'elle. Elle existe parce qu'elle est dans un territoire. Elle existe parce qu'elle est accompagnée par des gens qui vivent à proximité de cette forêt. Cette forêt, elle n'est pas monolithique non plus. Elle est diverse, elle est variée. Il y a des phases forestières différentes, des sites forestiers qui ne sont pas tous les mêmes. Il peut y avoir des zones différentes dans une forêt. Une forêt primaire, ce n'est pas homogène du début jusqu'à la fin. Une forêt primaire, lorsqu'elle va fonctionner, va présenter toute une série de phases différentes, les unes à côté des autres, plus ou moins juxtaposées, plus ou moins imbriquées. Des phases de forêt jeune, de forêt vieille, des chablis. Ce sont les situations dans lesquelles des grands arbres tombent et créent des trouées dans la canopée. Des clairières, des zones humides, des tourbières, que sais-je. Bref, une diversité de situations qui, tout ça, constitue la forêt. Et puis, au-delà des caractéristiques écologiques de la forêt que je viens de décrire, il y aura forcément dans cette forêt primaire des zones différentes entre elles en fonction de l'endroit où elles vont se trouver. On peut tout de suite imaginer qu'il y aura sans doute un cœur de forêt qui sera un petit peu différent de la périphérie, qui aura des caractéristiques assez différentes. On peut imaginer qu'il y ait des sentiers, qu'il y ait des cheminements, qu'il y ait des voies de communication, qu'il y ait des corridors de végétation différentes à l'intérieur de cette forêt, qu'il y ait bien entendu des reliefs, des voies d'eau, etc. Bref, une diversité de situations qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir intégrer dans le fonctionnement global de toute cette forêt. Et donc, si je reviens aux objectifs que nous nous sommes donnés de faire fonctionner cette forêt avec un collectif, avec des objectifs de modification des politiques publiques, de modification institutionnelle, nous imaginons aussi que cette forêt, ce sera une sorte de labo hors les murs, un dispositif de recherche permettant de travailler en extérieur, d'observer les choses. Il y aura des usages divers dans la forêt et autour de la forêt, des institutions diverses, des terrains privés, des terrains publics, bref, une variété de situations qui toutes constitueront la forêt primaire et son alentour. Et donc, si vous m'avez suivi, vous commencez à vous dire, mais finalement, où est-elle cette forêt? Où commence-t-elle et où finit-elle? Est-ce si clair que ça? Eh bien, la réponse est non, c'est pas clair. Il n'y a pas une lisière abrupte de la forêt qui pourrait nous permettre de dire, lorsque cette forêt existera, ici c'est la forêt, et là c'est un champ de maïs. Ça ne se passera pas comme ça. La lisière de la forêt, elle existera dans une zone de transition, dans une zone où toutes les caractéristiques que je viens de vous décrire vont se présenter, juxtaposées, imbriquées, apparaissant à certains moments, pas à d'autres, à certains lieux et pas à d'autres, de sorte que la lisière de la forêt est une lisière floue. Il ne sera pas possible de dire exactement ça commence là, ça finit ici. La lisière de la forêt sera une lisière floue qui se situera dans un gradient écologique et qui, bien entendu, se situera aussi dans un gradient, une progression
qui sera fonction des usages qui existeront aux alentours de la forêt. À ce stade de ma présentation, je voudrais vous montrer un petit dessin. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Imaginons que le site de la forêt ressemble à quelque chose comme ça. Déjà, vous pouvez remarquer qu'il y a des zones en vert foncé qui sont marquées zone cœur, qui sont... Il y en a 4 sur ce dessin. Elles ne se touchent pas les unes les autres. Il est fort probable que nous nous trouvions un jour dans une situation de ce type-là. Rien ne dit que la forêt que nous arriverons à favoriser quelque part soit une entité unique, une espèce de chose ronde et uniforme. Non, il y a de fortes chances pour que ce soit quelque chose qui ressemble à ça. Des zones cœur qui seront bien protégées et puis des zones autour qui seront moins protégées. Autour des zones en vert foncé, il y a des zones qui sont en vert clair, que vous voyez marquées corridors, avec 2 types de corridors illustrés sur ce dessin, soit des corridors linéaires, 3 types de corridors, pardon, soit des corridors linéaires, comme celui qui est à gauche, en bas, corridor paysage, en haut au milieu, une espèce de corridor plus large qui peut peut-être intégrer des usages de la terre un petit peu différents. Et puis un corridor que j'appelle corridor tremplin, avec des espèces de petites situations qui vont permettre de faire le lien entre les différentes zones cœur, mais de manière interrompue. Autour de ces zones dites corridors, se trouve une zone qui est dans un autre ton de vert, un petit peu plus clair, que j'ai marqué, vous le voyez marqué en bas à droite, zone tampon. Qu'est-ce que c'est qu'une zone tampon? Ben, c'est une zone qui amortit un petit peu les variations, qui fait que lorsqu'on passe d'une situation écologique donnée à une autre situation, les choses évoluent progressivement, lentement, selon le gradient dont je vous ai parlé tout à l'heure, selon cette progression dont je vous ai parlé, cette espèce de lisière floue, elle est dans cette zone tampon. Et enfin, autour de ces 3 premières zones que je viens de vous décrire, se trouve la zone du paysage adjacent de la forêt primaire, qui est la zone beaucoup plus occupée, beaucoup plus habitée, beaucoup plus modifiée, par la présence de l'homme évidemment, et par toutes les activités que l'homme peut y maintenir, y entretenir, dans la périphérie de cette forêt. Que peut-on faire dans cette zone bleu clair? Peut-être la zone vert clair aussi, mais surtout la zone bleu clair, qui est autour de cette forêt. Eh bien, le meilleur candidat, l'option qui soit le meilleur candidat pour cette zone bleu clair, donc ou vert clair autour de la forêt, c'est donc l'agroforesterie. Et je vais passer la deuxième partie de cette petite conférence à vous essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie. Rapidement, pourquoi l'agroforesterie peut être un candidat pour ça? Eh bien parce que l'agroforesterie, c'est un mélange, tout simplement. C'est un mélange entre des choses forestières et des choses agricoles. Ou dit autrement, des choses qui concernent les arbres et des choses qui concernent l'agriculture et l'élevage. Je vais continuer à vous parler sans visuel. Je vais demander qu'on remette la lumière. Et je vous montrerai des photos d'agroforesterie à la fin de cette présentation, mais pendant quelques minutes, je voudrais essayer de vous expliquer l'agroforesterie sans avoir les photos sous les yeux. Rassurez-vous, vous verrez des photos à la fin avec des exemples, y compris des exemples venant de pays tropicaux, comme je vous en ai parlé au début. Pourquoi l'agroforesterie est un candidat intéressant pour cette zone? Eh bien parce que ce mélange entre des activités agricoles et la présence d'arbres ou la présence de choses qui ressemblent à des forêts, c'est typiquement une occupation du sol qui permet d'alimenter ce gradient
dont je vous parle depuis le début, et qui permet d'introduire dans ce paysage plus ou moins arboré, bien entendu, la présence de l'homme, qui sera d'autant plus importante qu'on va s'éloigner du cœur de la forêt primaire, comme vous pouvez bien entendu le deviner. Et grâce à cette présence de l'homme dans les activités agroforestières, l'agroforesterie nous permet aussi de prendre en compte le plus grand nombre possible de réalités locales de ce qui se fait déjà dans la zone en question. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure en commençant que l'objectif de l'association Francis Allais pour la forêt primaire était de faire en sorte que nous prenions en compte du mieux possible l'existant, ce qui est dans le territoire en question avant qu'une décision soit prise d'y favoriser, d'y provoquer la renaissance d'une forêt primaire. En gros, si je peux un petit peu schématiser mon histoire d'agroforesterie, j'aime bien de temps en temps, quand j'en parle, pour essayer de marquer les esprits, dire que l'agroforesterie, c'est un peu la forêt sans la forêt. Il y a des arbres, il y a des choses qui ressemblent à des forêts, mais on n'est pas dans une forêt. On est dans quelque chose qui est intermédiaire entre de la forêt et de l'agriculture. Avant de vous donner des exemples, je vais passer quelques minutes à vous dire pourquoi je recommande cette histoire d'agroforesterie et à quoi ça peut servir. Alors, les exemples les plus classiques d'agroforesterie, ce sont des choses tout simplement parfois bien connues de certains d'entre nous. Un paysage de bocage, par exemple, avec des haies répétitives autour des champs, qui, si elles sont nombreuses, forment un bocage, et parfois dans les parcelles, à l'intérieur du bocage, des arbres dispersés dans les parcelles, qui font ce qu'on appelle des pré-bois ou des pré-vergers. Mais ça, c'est un paysage d'agroforesterie. Le bocage, ici, vous le connaissez, il y en a dans les Ardennes, par-ci, par-là, et c'est un exemple d'agroforesterie. Votre boisson quotidienne, le café, c'est aussi un exemple d'agroforesterie. Pourquoi? Parce que le café, c'est une plante qui aime l'ombre. Et dans les pays tropicaux, pour cultiver le café, on le plante à l'ombre de grands arbres qui lui font une ombre partielle selon l'heure de la journée, selon la saison. Voilà un deuxième exemple d'agroforesterie, une culture qui aime l'ombre et qui est cultivée sous des arbres. Si vous voulez cultiver du café dans de bonnes conditions, il y a toujours des arbres sur votre parcelle au-dessus de vos caféiers. L'agroforesterie, ça peut être aussi des arbres dispersés dans des champs. C'est très courant dans de nombreux pays tropicaux. Ça peut être des arbres alignés, des arbres de grande dimension, alignés dans des parcelles, à des distances standards qui se répètent les unes après les autres. L'agroforesterie, ça peut être tous les arbres qui sont utilisés pour l'élevage. Nous avons peut-être oublié ça, mais au siècle dernier et auparavant en Europe, les animaux étaient en grande partie nourris avec du fourrage d'arbres et les troupeaux étaient parfois conduits dans des environnements arborés qui sont favorables à un meilleur équilibre physiologique des troupeaux. Donc voilà quelques exemples que je vous livre petit à petit pour essayer un petit peu de vous donner une première idée de ce à quoi ça peut ressembler en attendant les photos que vous verrez dans un petit moment. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut se compliquer la vie en mettant des arbres dans nos champs? Après tout, il existe toute une forme, toute une série d'options agricoles dans lesquelles il n'y a pas d'arbres dans les champs et ça a l'air de fonctionner un petit peu. Enfin, ça a l'air de fonctionner. Avec moi, vous avez sans doute entendu parler des problèmes de l'agriculture d'aujourd'hui, des problèmes d'épuisement des sols, des problèmes d'épuisement des nappes phréatiques, des problèmes de produits phytosanitaires, des problèmes de maladies, des problèmes de pollution, etc. Donc, oui, l'agriculture, elle fonctionne, mais il y a des points faibles. Précisément, l'agroforesterie, la présence d'arbres dans des champs ou autour des champs, ça favorise la dynamique de l'eau. L'eau est retenue, capturée, pénètre le sol plus lentement. Donc, a plus de chances d'intégrer le sous-sol et les nappes phréatiques
avant de ruisseler et d'emporter le sol vers la rivière, comme on le voit trop souvent malheureusement dans les grands champs de monoculture de l'agriculture industrielle d'aujourd'hui. Le sol, donc, au passage, est enrichi par les arbres, protégé par les arbres également, qui font une couverture permanente au-dessus du sol pendant toutes les saisons. Une caractéristique très importante. Notre agriculture, l'agriculture classique de monoculture de nos pays tempérés, elle a un point faible très important à signaler, qui est le fait que pendant parfois la moitié de l'année, au moins la moitié de l'année, parfois plus, le sol est à nu. Une fois qu'on a récolté, qu'on a labouré et qu'on attend que le semis suivant commence à pousser, eh bien pendant une longue partie de l'année, le sol est à nu. Et le sol à nu est un sol fragile, dans lequel les risques d'érosion sont importants en cas de pluie violente, dans lequel la biodiversité a tendance à diminuer, les vers de terre, etc., sont moins importants. Donc, l'agroforesterie nous permet de mieux entretenir le sol. L'agroforesterie nous permet aussi de contribuer à favoriser la biodiversité dans le milieu agricole. Des exemples assez classiques concernent par exemple tout ce qu'on appelle les auxiliaires des cultures, tous ces insectes qui contribuent à diminuer les maladies des cultures en étant des ravageurs des ravageurs. Pensez à celle qui est bien connue, la coccinelle, qui se nourrit de pucerons, mais il y a toute une série d'autres insectes auxiliaires qui contribuent à limiter justement les maladies des cultures agricoles. Enfin, l'agroforesterie, elle permet, dans une parcelle donnée, de diversifier ce qui est récolté. Au lieu de récolter uniquement le produit de l'agriculture, on va pouvoir récolter les produits des arbres, que ce soit des fruits, du bois, du fourrage, donc je vous en ai parlé, parfois des fibres, parfois des produits médicamenteux, toute une série de choses qui sont produites par les arbres et qui diversifient les rendements des agriculteurs. Donc l'agroforesterie a une série de caractéristiques qui permettent de la caractériser comme quelque chose d'un petit peu polyvalent. Ça permet de faire différentes choses. Ça permet, vous l'avez vu, de diversifier les productions, de travailler sur les questions d'environnement, de travailler sur les questions d'eau, etc. et d'avoir une gamme d'options permettant de modérer les points faibles de l'agriculture industrielle d'aujourd'hui. Pourquoi l'agroforesterie est un candidat intéressant pour cette zone? Eh bien parce que ce mélange entre des activités agricoles et la présence d'arbres ou la présence de choses qui ressemblent à des forêts, c'est typiquement une occupation du sol qui permet d'alimenter ce gradient dont je vous parle depuis le début et qui permet d'introduire dans ce paysage plus ou moins arboré, bien entendu, la présence de l'homme qui sera d'autant plus importante qu'on va s'éloigner du cœur de la forêt primaire, comme vous pouvez bien entendu le deviner. Et grâce à cette présence de l'homme dans les activités agroforestières, l'agroforesterie nous permet aussi de prendre en compte le plus grand nombre possible de réalités locales de ce qui se fait déjà dans la zone en question. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure en commençant que l'objectif de l'association Francis Allais pour la forêt primaire était de faire en sorte que nous prenions en compte du mieux possible l'existant, ce qui est dans le territoire en question avant qu'une décision soit prise d'y favoriser, d'y provoquer la renaissance d'une forêt primaire. En gros, si je peux un petit peu schématiser mon histoire d'agroforesterie, j'aime bien de temps en temps, quand j'en parle, pour essayer de marquer les esprits, dire que l'agroforesterie, c'est un peu la forêt sans la forêt. Il y a des arbres, il y a des choses qui ressemblent à des forêts, mais on n'est pas dans une forêt. On est dans quelque chose qui est intermédiaire entre de la forêt et de l'agriculture. Avant de vous donner des exemples, je vais passer quelques minutes à vous dire pourquoi je recommande cette histoire d'agroforesterie et à quoi ça peut servir. Alors, les exemples les plus classiques
d'agroforesterie, ce sont des choses tout simplement parfois bien connues de certains d'entre nous. Un paysage de bocage, par exemple, avec des haies répétitives autour des champs, qui, si elles sont nombreuses, forment un bocage, et parfois dans les parcelles, à l'intérieur du bocage, des arbres dispersés dans les parcelles, qui font ce qu'on appelle des pré-bois ou des pré-vergers. Mais ça, c'est un paysage d'agroforesterie. Le bocage, ici, vous le connaissez, il y en a dans les Ardennes, par-ci, par-là, et c'est un exemple d'agroforesterie. Votre boisson quotidienne, le café, c'est aussi un exemple d'agroforesterie. Pourquoi? Parce que le café, c'est une plante qui aime l'ombre. Et dans les pays tropicaux, pour cultiver le café, on le plante à l'ombre de grands arbres qui lui font une ombre partielle selon l'heure de la journée, selon la saison. Voilà un deuxième exemple d'agroforesterie, une culture qui aime l'ombre et qui est cultivée sous des arbres. Si vous voulez cultiver du café dans de bonnes conditions, il y a toujours des arbres sur votre parcelle au-dessus de vos caféiers. L'agroforesterie, ça peut être aussi des arbres dispersés dans des champs. C'est très courant dans de nombreux pays tropicaux. Ça peut être des arbres alignés, des arbres de grande dimension, alignés dans des parcelles, à des distances standards qui se répètent les unes après les autres. L'agroforesterie, ça peut être tous les arbres qui sont utilisés pour l'élevage. Nous avons peut-être oublié ça, mais au siècle dernier et auparavant en Europe, les animaux étaient en grande partie nourris avec du fourrage d'arbres et les troupeaux étaient parfois conduits dans des environnements arborés qui sont favorables à un meilleur équilibre physiologique des troupeaux. Donc voilà quelques exemples que je vous livre petit à petit pour essayer un petit peu de vous donner une première idée de ce à quoi ça peut ressembler en attendant les photos que vous verrez dans un petit moment. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut se compliquer la vie en mettant des arbres dans nos champs? Après tout, il existe toute une forme, toute une série d'options agricoles dans lesquelles il n'y a pas d'arbres dans les champs et ça a l'air de fonctionner un petit peu. Enfin, ça a l'air de fonctionner. Avec moi, vous avez sans doute entendu parler des problèmes de l'agriculture d'aujourd'hui, des problèmes d'épuisement des sols, des problèmes d'épuisement des nappes phréatiques, des problèmes de produits phytosanitaires, des problèmes de maladies, des problèmes de pollution, etc. Donc, oui, l'agriculture, elle fonctionne, mais il y a des points faibles. Précisément, l'agroforesterie, la présence d'arbres dans des champs ou autour des champs, ça favorise la dynamique de l'eau. L'eau est retenue, capturée, pénètre le sol plus lentement. Donc, a plus de chances d'intégrer le sous-sol et les nappes phréatiques avant de ruisseler et d'emporter le sol vers la rivière, comme on le voit trop souvent malheureusement dans les grands champs de monoculture de l'agriculture industrielle d'aujourd'hui. Le sol, donc, au passage, est enrichi par les arbres, protégé par les arbres également, qui font une couverture permanente au-dessus du sol pendant toutes les saisons. Une caractéristique très importante. Notre agriculture, l'agriculture classique de monoculture de nos pays tempérés, elle a un point faible très important à signaler, qui est le fait que pendant parfois la moitié de l'année, au moins la moitié de l'année, parfois plus, le sol est à nu. Une fois qu'on a récolté, qu'on a labouré et qu'on attend que le semis suivant commence à pousser, eh bien pendant une longue partie de l'année, le sol est à nu. Et le sol est à nu, le sol à nu est un sol fragile, dans lequel les risques d'érosion sont importants en cas de pluie violente, dans lequel la biodiversité a tendance à diminuer, les vers de terre, etc., sont moins importants. Donc, l'agroforesterie nous permet de mieux entretenir le sol. L'agroforesterie nous permet aussi de contribuer à favoriser la biodiversité dans le milieu agricole. Des exemples assez classiques concernent par exemple tout ce qu'on appelle les auxiliaires des cultures, tous ces insectes qui contribuent à diminuer les maladies des cultures en étant des ravageurs des ravageurs. Pensez à celle qui est bien connue, la coccinelle, qui se nourrit de pucerons, mais il y a toute une série d'autres
insectes auxiliaires qui contribuent à limiter justement les maladies des cultures agricoles. Enfin, l'agroforesterie, elle permet, dans une parcelle donnée, de diversifier ce qui est récolté. Au lieu de récolter uniquement le produit de l'agriculture, on va pouvoir récolter les produits des arbres, que ce soit des fruits, du bois, du fourrage, donc je vous en ai parlé, parfois des fibres, parfois des produits médicamenteux, toute une série de choses qui sont produites par les arbres et qui diversifient les rendements des agriculteurs. Éloignons-nous maintenant un petit peu plus de cette zone tampon et allons dans la zone agricole qui est au-delà, cette zone très habitée, très peuplée, dans laquelle de nombreuses activités agricoles existent. Eh bien, on peut imaginer dans cette zone-là toute une série d'activités qui vont introduire des arbres dans ce paysage agricole en le conservant plus ou moins avec sa nature agricole. Ce sont les haies et le bocage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont les alignements d'arbres dans les parcelles ou autour des parcelles, ça peut être des vergers dans lesquels il y a des cultures annuelles, par exemple des vergers maraîchers, ou des activités de maraîchage dans lesquelles on a introduit des arbres, bref, des choses qui ne ressemblent plus, cette fois-ci, à des forêts, mais qui ressemblent à des champs dans lesquels il y a des arbres. Voilà un petit peu la nuance au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette zone. C'était donc la troisième catégorie, ces champs plus ou moins arborés. Il y a des gens qui utilisent le terme arbrement. C'est un néologisme, c'est un nouveau mot pour caractériser cette activité consistant à... Vous avez des parcelles agricoles et vous y introduisez des arbres selon différentes modalités. Le terme arbrement a été proposé, je trouve ce terme très joli. Quatrième catégorie, c'est penser à tout ce qui est élevage et qui peut permettre de favoriser la présence des arbres dans un paysage agricole. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie de nos troupeaux qui peuvent être nourris avec du fourrage d'arbres. Il n'y a pas si longtemps que ça, au début du siècle dernier, les frênes, les érables, le charme étaient des feuillages qui étaient utilisés pour nourrir les troupeaux, au moins pendant une partie de l'année. Et si vous mettez des vaches dans un endroit où il y a ce genre de choses à brouter, elles ne s'y trompent pas, et elles y vont, et elles mangent ce genre de choses. On peut aussi imaginer tout ce qui est ce qu'on appelle désormais l'éco-pâturage. Faire rentrer des troupeaux, ça peut être des bovins, mais peut-être plus facilement des moutons, des chèvres, ce genre d'animaux, dans des zones qui sont boisées, dans des zones qui sont arborées, peut-être dans les agroforêts dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour en entretenir le sous-bois par des activités d'éco-pâturage. Vous voyez donc que dans ce qui concerne toutes ces interactions entre l'agroforesterie et les animaux, soit c'est pour nourrir les animaux, soit c'est pour mettre les animaux dans un environnement arboré dans lequel ils vont avoir un bénéfice retiré de la présence des arbres. En fait, d'une manière générale, dernière option à laquelle on peut penser pour ces questions d'agroforesterie, c'est, je tâcherai de vous montrer ça sur des photos dans un instant, le fait d'entretenir ce qu'on pourrait appeler une mosaïque paysagère avec une diversité de choses les unes à côté des autres. Ces différentes modalités dont je viens de vous parler, eh bien, elles peuvent constituer des parcelles contiguës avec ici une agroforêt, là-bas des zones pour les animaux en éco-pâturage, plus loin une zone tampon de nature différente, ailleurs une zone qui sera restée une zone agricole classique, plus haut sur le coteau, une zone qui sera une zone de forêt naturelle. Cette mosaïque paysagère est une des grandes ambitions de l'agroforesterie pour essayer justement de diversifier l'occupation de l'espace rural et de l'espace agricole. Bien entendu, dans cette série de faciès différents les uns à côté des autres, peuvent se mélanger des zones qui seront des zones de forêt naturelle et qui seront des contributions plus directes à l'objectif de forêt primaire tel que je l'ai décrit au début,
mais qui ne seront pas forcément en lien direct avec les zones cœur de cette forêt. Bref, vous voyez un paysage diversifié que l'agroforesterie permet de provoquer. Voilà, en quelques mots, l'hypothèse que nous faisons. Est-il possible que l'agroforesterie permette de contribuer à une meilleure intégration de la forêt primaire? Je pense que oui. L'Association Francis Allais pour la forêt primaire pense que oui, parce qu'elle permettra de faire en sorte que ce gradient soit plus facile à gérer et qu'il n'y ait pas cette espèce de limite abrupte entre ce qui est forêt et ce qui ne l'est pas. Nous faisons donc l'hypothèse qu'il y a quelque chose ici à tester, peut-être quelque chose à inventer, parce que dans ce que je vous ai dit là, il y a des choses qui sont, allez, pas théoriques, mais un petit peu quand même conceptuelles, dirons-nous, et qui méritent d'être testées, d'être vérifiées, d'être, oui, d'être inventées. Et en me déplaçant en France, dans ma position de membre de l'Association française d'agroforesterie, je vois par-ci par-là de plus en plus souvent des jeunes agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture et qui ne veulent pas faire de la monoculture industrielle et qui disent « Ah, mais l'agroforesterie, c'est peut-être une solution, ça va me permettre de produire tout en ayant un paysage diversifié, tout en contribuant à la protection de la biodiversité, tout en stockant du carbone, tout en m'adaptant au changement climatique, etc. » Donc oui, nous faisons l'hypothèse que cette zone de transition autour de la forêt primaire peut nous aider à faire avancer notre idée de forêt primaire, qu'elle peut être une espèce de labo à ciel ouvert dans lequel des gens comme moi, des chercheurs viendront travailler, mais dans lequel les agriculteurs viendront vivre, viendront mettre en œuvre leurs activités économiques et avoir un revenu obtenu de parcelles qui auront une forme de compatibilité avec la proximité de la forêt primaire. Voilà. On va passer aux photos. Je sais que vous les attendez. Alors, dans l'ordre, je commence par ce qui est le plus près de la forêt primaire. C'est une photo qui a été prise dans les Pyrénées. J'aurais pu la prendre n'importe où en France. C'est très simple. C'est une zone de plantation forestière. Le sommet, ce sont des épicéas. La base, ce sont des hêtres. C'est l'automne, donc ils n'ont pas la même couleur. Paysage qui est très facile à repérer dans les Ardennes, évidemment. J'aurais pu prendre la photo ici. C'est la chose la plus simple à imaginer en périphérie d'une forêt primaire. Tout simplement, une forêt d'exploitation et de production de bois, qui est le premier niveau de modification d'une forêt naturelle en une forêt qui est une forêt de production. Bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce premier niveau, c'est pas vraiment de l'agroforesterie. C'est une forêt de production, comme il y en a partout dans les Ardennes et que vous connaissez bien. Mais ce genre de situation, il faut que nous soyons prêts à l'accepter, à le favoriser, à l'entretenir autour de la zone cœur de notre forêt primaire, puisque c'est une première contribution au gradient qui permettra de favoriser cette transition progressive. Dans cette zone, bien entendu, voici ici une hêtraie exploitée. Des activités diverses peuvent prendre lieu, la récolte de bois, la récolte de champignons, toutes sortes de choses qui sont connues et qui sont présentes dans une forêt de production telle que vous les connaissez bien. Les animaux peuvent s'y trouver. Ici, une photo prise dans les Pyrénées à nouveau, mais ce genre de choses, c'est pas quelque chose d'incongru. Imaginez qu'une partie de l'année, un troupeau de bovins soit conduit en partie dans une zone forestière. Ça peut très bien fonctionner, que ce soit pour la forêt ou que ce soit pour les animaux. Il y a des gens qui élèvent leurs animaux dans ces conditions-là.
Encore une fois, une évolution progressive. Alors là, on est typiquement déjà dans une situation d'agroforesterie, puisque je vous ai dit que l'agroforesterie, c'était les mélanges entre arbres et activités agricoles ou d'élevage. Donc une photo comme ça, déjà, c'est une photo typique de quelque chose qui peut s'appeler agroforesterie. La photo suivante, c'est un peu moins de l'agroforesterie. Ce sont les activités de collecte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je dis que dans cette zone périphérique de la forêt, qui va aller vers les agroforêts, les activités de collecte peuvent être organisées, aménagées, favorisées. Bien entendu, j'ai mis les champignons avec mon petit point faible, les pieds de mouton, mais chacun pourra y mettre son champignon préféré. Et imaginez que dans cette zone-là, on favorise pas uniquement la collecte, mais peut-être la culture de champignons dans les zones forestières. Les morilles, par exemple, ça se cultive en forêt. Bien entendu, j'en ai pas encore parlé, mais cette zone périphérique autour de la forêt, c'est une zone dans laquelle la chasse est la bienvenue, dans la mesure où elle respecte un certain nombre de conditions, dans la mesure où elle est, bien entendu, compatible avec des zones qui, elles, excluront la chasse. Il y en aura sans doute quelques-unes, quoique ce sont des choses qui ne sont encore pas très définies. En tout cas, c'est clair que dans une zone de transition, dans une zone tampon, voire même dans une agroforêt, les activités de chasse doivent être présentes. Sinon, je ne vois pas comment on peut parler d'insertion territoriale. La collecte de bois, j'en ai parlé également déjà, peut être favorisée également dans ces zones-là. Alors, en nous éloignant un petit peu plus de la zone tampon, on arrive dans cette zone que j'ai appelée la zone d'agroforêt. La zone d'agroforêt, c'est un petit peu difficile à prendre en photo. Ça ressemblerait à une forêt de loin. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a peu d'exemples en France. Alors là, vous avez un exemple de ce que nos collègues appellent une forêt comestible. Vous voyez quelque chose avec des arbres de différentes dimensions. Sur la photo de droite, vous imaginez un arbre fruitier avec un sous-bois fleuri, qui est une illustration un petit peu théorique de ce que peut être une agroforêt. Et pour vous donner un exemple plus précis de ce à quoi ça peut ressembler, une agroforêt, c'est quelque chose dans lequel vous associez des plantes qui ont différentes dimensions. Des grands arbres, donc, en partant de la droite vers la gauche, des grands arbres, des plantes grimpantes, des plantes pour couvrir le sol, des petits arbres, des plantes herbacées, des arbustes et éventuellement des organes racinaires. Une agroforêt, ce sont toutes ces composantes qui, comme vous le voyez, sont des composantes d'une forêt classique, sauf que chacune de ces plantes est une plante utile cultivée par l'homme pour produire soit des légumes, soit des fruits, soit du fourrage, soit du bois, soit toutes sortes de productions qui peuvent être favorisées dans ce type de situation. Et bien entendu, ces agroforêts, ces jardins-forêts, tels qu'ils sont appelés ici, peuvent permettre l'introduction d'activités de nature animale. Sur cette photo, ici, sur la partie gauche, d'un détail dans une forêt comestible, photo qui est prise par Fabrice Desjours en Saône-et-Loire, on n'est pas très loin d'ici. Vous voyez un tronc de bouleau et derrière une ruche qui a été introduite à l'intérieur de cette agroforêt. Et sur la partie droite de la photo, une série de mélanges d'espèces fruitières les unes à côté des autres. Voilà, quelque chose qui est un petit peu désordonné, qui est broussailleux, il faut bien le dire, mais qui, à terme, peut représenter une vraie production de nature un petit peu originale. Et ces histoires de forêts comestibles, c'est ce qui intéresse beaucoup les jeunes agriculteurs qui se lancent, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, pour être plus loin maintenant, en respectant toujours mon gradient d'éloignement de la forêt naturelle, nous voici dans une parcelle agricole dans laquelle on a introduit des alignements d'arbres. Voilà une photo qui représente donc des noyers
qui ont été alignés dans une parcelle de grande culture, hein, ça peut être des céréales, des légumineuses, n'importe quoi. C'est cultivé comme une parcelle agricole classique, avec les appareils classiques de semis, de récolte, de moisson, etc. Et l'intérêt de cette association, c'est de favoriser dans ce genre de parcelles les avantages écologiques de l'agroforesterie dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est protection du sol, dynamique de l'eau, encouragement de la biodiversité, lutte contre le changement climatique, sont des mécanismes qui sont favorisés dans ce type de parcelles, tout en ayant une production agricole qui continue à être importante. Quand je montre cette photo, souvent des gens me disent « mais comment on fait avec des arbres dans des champs pour récolter les cultures au moment de la saison des cultures ?» Eh bien, si on a bien calculé son coût et si on a espacé les arbres de manière à ce qu'on puisse continuer à travailler avec les machines habituelles, on fait comme ça tout simplement. Et la moissonneuse-batteuse passe entre deux rangées d'arbres, deux fois, pour récolter ce qui est entre les arbres. Voilà donc un cas classique de ce que j'ai appelé tout à l'heure arbrement de la zone agricole. Une situation, vous voyez, qui est un petit peu plus loin de notre forêt. Ça ne ressemble plus à une forêt, évidemment. Ça ressemble à un champ. Mais c'est un champ qui est arboré. L'alignement suivant, typique, dont je vous ai parlé déjà, c'est la haie. La haie, je ne vous fais pas la leçon, ça circule partout dans la presse depuis quelques années. Le fait qu'on a supprimé beaucoup trop de haies en France et qu'il faut revenir pour que davantage de haies soient entretenues et replantées dans le paysage agricole à cause de tous les avantages que les haies représentaient en termes de fixation du sol, lutte contre favorisation de la biodiversité, etc. Toujours les mêmes arguments que je ne vais pas vous reprendre chaque fois parce que c'est un petit peu les mêmes. Et donc les haies reviennent un petit peu dans le paysage français. Malheureusement, il y a toujours plus de haies arrachées que de haies plantées aujourd'hui en France. Les chiffres sont très précis et ont été donnés par le ministère de l'Agriculture il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est très ennuyeux et plus on peut faire de haies, mieux ça vaut. Les haies, ça permet d'entretenir aussi des paysages agricoles absolument merveilleux. Le fameux chemin creux que connaissent tous les gens qui habitent dans des pays de bocage, c'est ce chemin qui sépare des parcelles agricoles et qui, au cours des générations, parfois des siècles, est devenu creux parce qu'il a été utilisé et réutilisé pendant des siècles et des siècles et qu'il est devenu plus bas que les parcelles qui l'entourent, avec les haies qui le bordent et qui font un paysage important. Tous les gens qui connaissent le bocage ont presque des sanglots dans la voix quand on leur parle de chemin creux. Le bocage, c'est ça. Vous savez sans doute tout ce que c'est. Nous, en France, on est un pays de bocage. La Normandie, la Vendée, mais pas que. Charolais, et même ici, un petit peu, là, au pied des Ardennes. Je pense qu'on peut trouver des paysages de bocage par-ci, par-là. Il y en a un petit peu partout en France, mais il y a aussi des endroits de France où le bocage a complètement disparu, alors qu'il était présent il y a quelques dizaines d'années. Voilà, un bocage, ça c'est dans les Pyrénées. J'aurais pu prendre la photo dans beaucoup d'autres endroits en France. C'est un paysage en équilibre avec son milieu. C'est un paysage, une fois de plus, qui n'est pas forestier, qui est agricole, mais qui est arbré. Et ça c'est important pour notre histoire d'intégration de notre forêt dans un paysage. L'arbrement, on peut le faire dans toutes sortes de parcelles. Ici, un exemple, j'aurais pu en prendre d'autres, d'un potager, tout simplement, dans un verger. Notre agriculture, elle a toujours tendance à simplifier et à séparer les choses, à mettre ici les arbres, là-bas les cultures. Alors, on va faire le potager quelque part et le verger plus loin. Pourquoi ne pas faire les deux au même endroit? C'est relativement simple. Il y a beaucoup de cultures qui tolèrent une partie d'ombre. Par exemple, tous les légumes racines, les haricots, les choses comme ça. Ce sont des choses qui peuvent parfaitement se cultiver dans des milieux où il y a un peu d'ombre. Quand je parlais de ça il y a quelque temps, dans la forêt des Landes,
où j'étais allé parler d'agroforesterie. C'était après les grands incendies de la forêt des Landes. Et je disais, pour essayer de reconstituer cette forêt des Landes qui a brûlé, vous savez, au sud de Bordeaux il y a 2 ans, ce serait bien si on trouvait des options de culture qu'on pourrait mettre avec les pins. Ce sont des pins maritimes qui sont plantés dans les Landes. Et je dis, mais j'étais comme ce soir avec vous, je dis, j'ai pas d'idée, ce serait vraiment bien si on pouvait trouver une culture à introduire dans ces plantations de pins maritimes. Et à ce moment-là, quelqu'un lève la main dans la salle, il me dit, mais monsieur, moi je connais, je le fais depuis longtemps. Le type m'a envoyé cette photo quelques temps plus tard, cultive du houblon, tout simplement, au pied des pins maritimes, et ça donne de belles récoltes de houblon. Et la personne en question, depuis, fait même sa propre bière, qui est une bière donc, on peut qualifier de bière agroforestière. Et pour la petite histoire, à proximité de cette zone où il y a du houblon qui pousse sur des arbres, il a même commencé à cultiver des pommes de terre. Donc voilà, dans une plantation de pins maritimes, du houblon et des pommes de terre. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'est pas possible de cultiver des choses sous des arbres. Quand on veut, on peut. Et cette personne m'a donné une leçon ce jour-là en me montrant ça sous des pins, qui est la dernière espèce à laquelle j'aurais pu penser. Je vous disais que si vous mettez des vaches dans une parcelle où il y a des haies bien fournies, avant de manger l'herbe, elles vont aller manger la haie. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique à observer. Le frêne, le charme, mais ça peut être autre chose, ça peut être les érables, ça peut être toute une gamme d'espèces arborées qui sont appréciées par le bétail et qui contribuent à une alimentation plus diversifiée, notamment plus riche en protéines, qui équilibre la rumination, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, qui diminue même les éruptations des bovins qui, comme vous le savez, contiennent du méthane, lequel méthane est un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une série de choses qui sont intéressantes dans ces nouvelles manières de faire de l'agriculture ou de l'élevage. Et même ça, les poulets label rouge, vous connaissez? Eh bien, les poulets label rouge, dans leur cahier des charges, ils ont comme exigence que s'ils sont en plein air, ils doivent être dans un milieu où il y a des arbres. Bon, là, ils sont encore petits, les arbres, mais ils vont grandir. Pour que les volailles puissent se protéger sous les arbres, tout simplement se protéger de la chaleur ou de la pluie, ou se protéger des rapaces qui circulent au-dessus de la parcelle. Et donc, faire un élevage de volailles en plein air, dans un environnement arboré, finalement, quoi de plus simple? Il suffit d'entretenir quelques arbres fruitiers dans une parcelle et de faire en sorte que vos volailles circulent là-dedans. Voilà, un petit schéma pour terminer sur ces histoires d'agroforesterie avec quelques exemples de chez nous, avant de vous montrer quelques exemples pour terminer, tropicaux, comme je vous l'ai promis. L'agroforesterie, pour simplifier et pour essayer que vous vous souveniez de ce que je vous ai dit, je la classe en 5 grandes catégories. En haut à gauche, les cultures sous couvert arboré, des arbres au-dessus, des cultures en bas. À gauche, en bas, les agroforêts, ces arbres tous en mélange les uns avec les autres. En haut, au milieu, l'agroforesterie en disposition linéaire, le bocage, les haies, tout ce que je vous ai montré chaque fois qu'il y avait des arbres qui étaient en ligne. En bas, tout ce qui est élevage agroforestier, je vous en ai parlé aussi. Et enfin, à droite, une catégorie un petit peu particulière sur laquelle je ne vais pas m'étendre, qui est l'agroforestier séquentiel, c'est quand on fait des rotations. Un paysage théorique d'agroforesterie, ça peut ressembler à ça. C'est un paysage dans lequel vous avez des parcelles différentes les unes à côté des autres, certaines qui sont boisées, d'autres qui ne le sont pas. Des parcelles, vous voyez en haut, qui sont les parcelles protégées, peut-être la forêt primaire là-haut sur la colline, et puis en dessous de la forêt primaire, des zones de parcelles agricoles qui ont été arbrées, et puis plus bas, un bocage entretenu, puis à nouveau des arbres alignés dans les champs. En bas, au bord de la rivière, des arbres qui forment ce qu'on appelle une ripisylve, c'est-à-dire une forêt de bordure de rivière, très important aussi. Bref, une diversité de situations qui permettent de faire en sorte que l'ensemble du paysage
finalement peut être appelé paysage agroforestier. Voilà. L'agroforesterie, telle que je vous en ai parlé aujourd'hui, elle est née en partie ici, à Sumatra, en Indonésie. Ça, c'est la première agroforêt que j'ai vue dans ma vie. Et la première fois qu'on les a vus, on était avec des collègues, j'étais alors jeune botaniste, on a cru que c'était une forêt naturelle. En réalité, ce sont que des arbres plantés à proximité du village, vous voyez les maisons devant, et ces arbres, les grands arbres les plus grands, sont des arbres qui produisent de la résine, ce ne sont pas des conifères, mais ils produisent quand même de la résine. Tous les tropiques, il y a des choses étonnantes. Et là-dessous, il y a des arbres fruitiers, il y a des animaux d'élevage. Bref, c'est l'exemple caractéristique de ce qu'est une agroforêt. Quand vous rentrez dans une agroforêt comme ça, vous voyez toute une diversité de choses. Les gens parmi vous qui sont allés sous les tropiques vont déjà reconnaître peut-être certaines plantes. Il y en a qui sont faciles à trouver. À gauche, au premier plan. Quelqu'un connaît ça? La papaye. Le papayer, très bien, je vois qu'il y a des connaisseurs. Au milieu, au premier plan, facile, des bananiers. À droite, là-bas, les petites feuilles. Quelqu'un connaît? Non? C'est un peu plus compliqué, hein? C'est du manioc. Bon, c'était un petit peu plus compliqué. Mais le fond de la photo, tous ces arbustes verts en demi-teinte, avec le gros arbre qui est au milieu, eh bien ce sont des caféiers, tout simplement. Vous voyez les caféiers qui sont dans le sous-bois de cette agroforêt, mélangés avec des plantes fruitières et des plantes à tubercules. Le manioc, c'est une plante dont on récolte le tubercule. Et au milieu de tout ça, vous voyez les troncs des grands arbres qui sont au-dessus et qui font la canopée de l'agroforêt. Voilà ce que c'est qu'une agroforêt tropicale telle que nous rêvons d'essayer d'en faire venir ici sur notre continent. Beaucoup plus près de chez nous, en Espagne, il y a une situation qui s'appelle la dehesa. Ce sont des chênes verts et des chênes lièges qui sont entretenus dans un immense paysage agricole que vous voyez sur la gauche de la photo. Et sous ces chênes verts et ces chênes de liège sont conduits des troupeaux de porcs qui, bien entendu, comme vous pouvez le deviner, s'alimentent des glands, parce que les porcs sont friands des glands à la saison des glands. Et quand la saison des glands est terminée, dans la même parcelle, on cultive, c'est pas une parcelle, hein, c'est un paysage entier, on cultive des céréales, par exemple du blé. Donc vous avez une situation d'agroforesterie magnifique. Vous avez des arbres, de l'élevage et une céréale. Tout ça qui se succède selon les saisons. C'est en Andalousie. C'est l'exemple d'agroforesterie européen le plus spectaculaire que je connaisse. Peut-être un exemple à méditer pour la France. Avec quelle espèce, je ne sais pas. À quel endroit, je ne sais pas. Mais en tout cas, un exemple peut-être à suivre. Voici les fameuses plantations de café. Celle-là, c'est une photo prise en Tanzanie, mais j'aurais pu la prendre en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Indonésie. Café avec des arbres d'ombrage, vous voyez, qui font une ombre partielle, qui entretiennent des jeux d'ombre et de lumière sur le caféier et qui sont les conditions que les caféiers préfèrent. La manière numéro 1 de faire de l'agriculture en Afrique, c'est celle-là. Ça, cette photo, elle a été prise au Sénégal. J'aurais pu la prendre à peu près partout en Afrique, sauf vraiment dans la zone équatoriale très humide. Mais dans la zone subhumide, semi-aride de l'Afrique, que ce soit au sud ou au nord de l'équateur, les champs sont des champs arborés. Et les arbres qui sont dans ces champs, ce ne sont pas des arbres qui ont été plantés. Ce sont des arbres qui ont germé spontanément. Et lorsque les agriculteurs les repèrent, s'ils sont intéressants, parce qu'ils sont producteurs d'un fruit, d'un fourrage, ou parce qu'ils sont connus pour améliorer le sol, ou pour toute autre condition, eh bien les agriculteurs protègent ces arbres et les laissent grandir au milieu de leur culture et cultivent autour de ces arbres. Un de ces arbres a un effet spectaculaire, vous le voyez sur cette photo tout de suite. Les cultures sont plus verdoyantes et plus précoces à proximité de l'arbre que loin de l'arbre. Mais parce qu'il s'agit d'un arbre de la famille des légumineuses
qui enrichit le sol en azote, parce qu'il s'agit d'un arbre fourrager, qu'à la saison sèche, les animaux viennent consommer les gousses de cet arbre, et parce qu'il a la particularité, c'est un cas un peu particulier, de perdre ses feuilles à la saison des pluies. Vous voyez qu'il n'a plus de feuilles, alors que les plantes sont en train de germer. Et par contre, il a des feuilles à la saison sèche. Donc il protège le sol pendant toute la saison sèche. C'est un cas un peu particulier, mais c'est un exemple à méditer aussi. Avons-nous, en Europe, des arbres, des cultures permettant de faire la même chose? Je pense que oui, mais nous l'avons perdu, nous l'avons oublié. Nous avons sélectionné des cultures pour le plein soleil pendant des générations et des générations, et il est sans doute possible de faire la même chose dans nos pays tempérés ici. Si vous vous rapprochez de l'arbre en question, voilà, du sorgho, au pied de l'arbre en question, il s'appelle Federbia. C'est une situation très très classique, un petit peu partout en Afrique. On change de continent, on va au Brésil, dans une forêt d'araucaria. Les araucarias, ce sont des conifères du sud du continent américain. Vous voyez ces espèces de grosses, vous connaissez peut-être cet arbre-là. Enfin, il y a des forêts naturelles d'araucaria. Et là, vous voyez un élevage de bovins, donc, dans une forêt plus ou moins clairsemée. Ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les bovins. Mais vous voyez que ce sont des choses qui se font dans d'autres endroits du monde. Mon objectif avec ces quelques photos, c'est de vous faire voyager un petit peu, mais de vous montrer que ailleurs, sur cette planète, il y a des tas de gens qui font de l'agroforesterie avec des modalités très différentes, et que dans certains cas, on a peut-être des choses à apprendre, ou des choses qu'on faisait autrefois mais qu'on a oubliées, et qu'on tente de remettre au goût du jour. Ça donne des paysages agroforestiers comme celui-là. Les litchis que vous mangez en fin d'année chaque année, ils sont presque toujours marqués Madagascar. Madagascar, c'est le premier pays au monde producteur de litchis. Eh bien, les litchis, c'est dans ce paysage. C'est dans des agroforêts à Madagascar. Ce n'est pas dans des vergers monospécifiques. C'est dans des agroforêts que les litchis que vous trouvez dans votre supermarché sont produits par les Malgaches. Dans un paysage qui est complètement agroforestier. Ce que vous voyez là-dedans, c'est au fond, dans la vallée, des rizières, qui évidemment, elles, sont en monoculture, il n'y a pas d'arbres dans les rizières, mais tout le reste du paysage, c'est un paysage agroforestier, avec des agroforêts, des haies, des champs plus ou moins boisés, selon le type de culture qu'on veut favoriser. Voilà, ce genre de paysage, on le trouve un petit peu partout. Ici en Indonésie, vous voyez la même chose, les sommets des collines protégées et les pentes avec des zones agricoles plus ou moins boisées, plus ou moins agricoles, qui permettent d'avoir ce paysage diversifié et pas un paysage de monoculture. J'ai voulu terminer par cette photo sur l'Indonésie, parce que l'Indonésie, c'est un pays cher à mon cœur, d'abord parce que j'y ai vécu, et puis parce que c'est là que Francis Allais, qui est donc à l'origine de notre association Francis Allais pour la forêt primaire, a lui aussi découvert l'agroforesterie dans les années 70, en voyant ce genre de paysage, en voyant les agroforêts que je vous ai montré tout à l'heure, où il a découvert qu'il existait ce qu'il a appelé à l'époque une agriculture en 3 dimensions. En disant agriculture en 3 dimensions, il voulait exprimer l'idée que l'agriculture de l'agroforesterie, ce n'est pas une agriculture à plat de monoculture, où il y a simplement la largeur et la longueur, mais c'est une agriculture où il y a la largeur, la longueur et la hauteur. Et la hauteur, elle peut être en plusieurs couches, les unes sous les autres. C'est ce challenge que nous devons tenter de résoudre autour de la forêt primaire si nous voulons l'intégrer. Je vous remercie.